Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV. 30 minutes consacrées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales ou nationales. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour. Bonjour Agathe. Allez, au sommaire de cette édition, pour la 30e année consécutive, l'association ELA a mené la campagne Mets tes baskets et bats la maladie dans les établissements scolaires en soutien aux enfants touchés par les leucodystrophies. On fait le bilan dans cette émission avec la présidente de l'association. Les leucodystrophies, donc une maladie rare d'origine génétique qui détruit progressivement le système nerveux et qui se déclare principalement durant l'enfance. Où en est la recherche, éléments de réponse à suivre. Et puis, dans ta loupe, Agathe, tu nous parles d'Augustin. Oui, Augustin, ce jeune garçon diagnostiqué à l'âge de 11 mois et qui bénéficie d'un traitement par la thérapie génie à l'hôpital de Milan. Un espoir pour la recherche médicale en Europe. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Christelle Cottard. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association ELA France. Oui. Aussi maman d'Ewen, 14 ans, atteint de leucodystrophie. Oui, tout à fait. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau du MAG. Eh bien, écoutez, moi je suis ravie d'être avec vous et merci pour cette invitation. Pour commencer, on rappelle qu'ELA est une association de parents d'enfants malades qui se battent pour vaincre les leucodystrophies. Elle a été fondée en 1992. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez... Par Guy Alba. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les leucodystrophies ? Oui, alors les leucodystrophies sont des maladies dégénératives d'origine génétique qui affectent la myéline, donc c'est la gaine du nerf qui touche donc le système nerveux au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Et ces maladies entraînent des situations de handicap très lourdes et elles entraînent aussi une destruction, une perte progressive des fonctions vitales, sensorielles, motrices, mentales, donc tout ce qui touche la vue, l'ouïe, la locomotion, la parole, la mémoire. Et ce sont donc les leucodystrophies sont des maladies graves et qui entraînent le décès trop souvent. Et quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes, ils sont variables en fonction des formes de leucodystrophie. Il y en a 30 actuellement qui ont été diagnostiquées. Donc, les symptômes sont un petit peu différents en fonction des formes et en fonction de la sévérité de la forme. En fait, il y a une perte excusez-moi, au niveau de la parole, difficulté à parler, on peut perdre la possibilité de parler. La marche aussi, une diminution des difficultés de l'équilibre, de se déplacer. Et ça, c'est pas forcément commun à tous les patients atteints de leucodystrophie ? La plupart, si, quand même. C'est que, en fait, la maladie étant dégénérative, les enfants perdent toutes ces fonctions, justement, progressivement, en fait. Et des fois, très, très vite. Mais est-ce qu'il y a des causes ? Alors, les causes, elles sont génétiques. C'est un gène. Chaque forme de leucodystrophie, c'est un gène différent qui est responsable de la maladie, en fait. C'est une mutation une duplication d'un gène défectueux qui entraîne tous ces symptômes. Et le diagnostic, il peut être prénatal ? Non. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas de dépistage au niveau de la naissance, malheureusement. On y travaille évidemment parce que ce serait très très important. Donc malheureusement, on découvre la maladie une fois que les symptômes commencent à arriver. Ou pour les familles qui ont déjà eu un enfant malade, on peut diagnostiquer la maladie ou pas sur une seconde naissance, on va dire. Et combien d'enfants aujourd'hui en France sont atteints de leucodystrophie ?
Alors, je peux pas vous donner de chiffres, parce que c'est une maladie rare, donc on va dire qu'il y en a très peu, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a 2 à 4 naissances par semaine d'enfants malades en France, et entre 20 et 40 naissances en Europe. Sans compter que ça peut mettre du temps à être diagnostiqué, même pour les parents, de réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Exactement. Donc c'est vrai que c'est des processus qui peuvent être très longs au départ, avant d'avoir un diagnostic, en fait. Donc après, je ne connais pas exactement le nombre d'enfants malades en France, mais en gros, pour parler de chiffres en général, c'est ça, 2 à 4 naissances par semaine, en France. Voilà. Et justement, comment on fait en tant que parent pour capter justement si son enfant... comment on fait pour détecter les premiers signaux? Parce que les enfants sont souvent maladroits, ça tombe quand ça apprend à marcher. Comment on arrive justement à se dire, là, il y a un problème moteur? Écoutez, déjà... Vous, dans votre cas, par exemple, avec Ewen? Dans mon cas, ça a été au moment où mon fils aurait dû tenir la position assise. Il ne tenait pas assis, en fait. Il avait du mal à se bouger en étant allongé, à se retourner, etc. Le maintien de la tête aussi, il avait du mal à maintenir sa tête. Donc ça, c'est des premiers signes. Il y a évidemment la marche aussi, un retard sur la marche pour les enfants qui ont la possibilité de marcher. Moi, mon fils, malheureusement, il a jamais pu... Et à quel âge il a été diagnostiqué, Ewen? Il a été diagnostiqué à un peu plus à 2 ans et demi, je crois, à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, on a su vers ses 6 à 8 mois qu'il avait des soucis. Et puis, le temps de faire tous les examens, tous les bilans, ça a mis un petit peu de temps. Donc, à l'âge de 2 ans et demi, il a été diagnostiqué avec une leukodystrophie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un moment difficile à gérer pour les parents, en tout cas, l'annonce de la maladie. Et justement, en parlant de ça, l'association est là, elle soutient la recherche, mais elle vient aussi en aide aux familles. Oui. Par quoi ça passe? C'est un soutien psychologique avant tout? Alors, il y a un soutien psychologique, effectivement. Il y a une psychologue dans l'association qui échange avec les familles qui en ont le besoin. C'est également un soutien administratif. Au niveau de l'établissement des dossiers, parce que évidemment des dossiers sont mis en place avec la MDPH au niveau du handicap, etc. Donc c'est des dossiers qui sont assez lourds à faire pour les familles. Donc nous avons des assistantes sociales qui sont là pour les aider. Et puis c'est aussi une aide financière pour réaménager leurs parce que forcément, quand ils sont petits, on arrive à gérer, mais quand les enfants grandissent, il faut réaménager. Et ça passe par quoi, justement, le réaménagement d'une maison pour un enfant atteint de leukodystrophie? Prioritairement, qu'est-ce qu'on doit repenser dans la maison? On doit repenser à l'entrée dans l'habitation, puisque les enfants sont en fauteuil. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des marches. Il faut qu'il y ait une rampe ou un accès sans marche pour pouvoir accéder facilement au logement. Ça, déjà, c'est la première chose. Il faut repenser à l'endroit de la salle de bain, la douche, mettre en place une douche à l'italienne, parce que porter un enfant qui commence à grandir, le moins de marche possible, en fait. Voilà, exactement. Tout doit être à plat. C'est aussi aménager un endroit où il peut dormir, donc au rez-de-chaussée, aménager une chambre adaptée, mettre un lit médicalisé, un lève-malade. Enfin voilà, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup d'adaptations qui permettent de faciliter la vie des familles. Donc forcément, ça engendre des coûts
des coûts importants. Donc l'association peut aider à financer ces coûts d'aménagement. Mais il y a aussi, on parle d'habitation, mais il y a aussi tout ce qui est véhicule. Ça devient compliqué quand les enfants grandissent de porter un enfant dans une voiture. Donc il faut acheter un véhicule adapté. Et donc aussi, c'est des coûts qui sont assez excessifs. Donc voilà, ça fait partie de la vie des familles qui sont touchées par ce type de handicap en fait. En termes de sensibilisation, oui. Parmi vos initiatives phares, il y a la dictée d'Ella. Oui. Elle a eu lieu le 16 octobre. Oui. Et il s'agissait de la 20e édition, je crois. Oui. Pour chaque édition, un auteur de renom rédige un texte dédié au combat contre leucodystrophie. Oui. Cette année, votre nouvelle plume est Sabil Goussoub. Il a entre autres obtenu le prix Goncourt des lycées 2022 pour Beyrouth-sur-Seine aux éditions Stock. Je vous propose d'écouter le message qu'il a voulu transmettre à travers cette dictée. Je crois qu'à travers cette dictée-là, ce texte-là, c'est plutôt une envie d'écrire et de lire que j'essaie de leur donner. Et écrire ou écrire et lire permet de mieux comprendre l'autre. Et quand je dis autre, ça peut être c'est dans le sens très large du terme. Et donc voilà, c'est un enfant qui n'a pas de handicap, un enfant qui a un handicap. Il y a des livres qui peuvent faire comprendre justement cet handicap. Et une fois qu'on lit cette histoire-là, tout d'un coup, on arrive à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas, à avoir conscience d'histoires qu'on ne connaissait pas, de difficultés dans la vie qu'on ne connaissait pas. Voilà, la littérature est une porte d'entrée vers toutes les histoires qu'on ne connaît pas. Et le monde est fait de autant d'histoires qu'il y a de personnes, voire plus. Pourquoi avoir choisi la dictée comme moyen pour sensibiliser ? Écoutez, la dictée, c'est un moyen de communiquer une information en écrivant par des mots. Donc, c'est quelque chose quand même, c'est un moyen qui est quand même fort. Donc, ça touche les enfants. Ça fait partie de leur quotidien à l'école d'écrire une dictée, mais là qui transmet un message. Et voilà, donc. C'est une dictée qui est toujours un peu appréhendée par les enfants en se disant « Oh là là, je vais faire des fautes », mais c'est pas le but en fait. Hein. C'est vraiment le but de sensibiliser et les fautes d'orthographe. Oui, ils sont pas notés à la fin. Non, elles sont pas notées. Les fautes d'orthographe sont mises de côté évidemment, mais voilà, c'est pas l'essentiel de cette dictée. Et je crois que là, il y a 2350 établissements qui ont participé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et tous les établissements de toute la France peuvent y participer s'ils le souhaitent ? Absolument, absolument. C'est ouvert à tous. Mais justement, comment dois-je m'y prendre si je suis chef d'établissement et que je souhaite y participer ? C'est quoi la démarche ? Alors la démarche, c'est une inscription qui peut se faire sur notre site, sur le site d'Ella, donc ella-asso.com. Vous avez toutes les informations en fait. Donc il y a une inscription qui est faite et puis ils sont mis en relation avec notre équipe qui gère cet événement et donc après tout un kit leur est envoyé avec toutes les informations, des conseils pour organiser cette belle opération et voilà, en fait ils peuvent l'organiser quand ils veulent. Donc là, effectivement, on a eu le lancement de la campagne au mois d'octobre, la semaine du 16 octobre. Donc ça, c'est un moyen, c'est un moment qui est assez fort pour faire cette opération, mais ils peuvent l'organiser jusqu'à la fin de l'année scolaire, il n'y a aucun souci. Sachant que cette année, notre opération, elle a été labellisée Génération 2024 et l'entraîneur de l'équipe Ella 2024, Zinedine Zidane, qui est notre parrain, a transmis un objectif ambitieux, c'est de réunir 1 million d'élèves pour 1 milliard de pas, je crois. Pour réussir à faire 1 milliard de pas pour les enfants malades. Justement. Voilà, donc il y a une semaine quand même qui est organisée au mois d'avril, du 2 au 6 avril, si je me trompe pas, c'est la semaine olympique et paralympique. Donc c'est un moment aussi fort qui peut donner l'envie d'organiser cette opération aux chefs d'établissement en tout cas. Donc je les invite en tout cas à y participer et à faire l'inscription s'ils le souhaitent. Donc c'est bien sûr encore possible. Très bien, le message est passé. Tu as une question, Agathe ? J'imagine que du coup faire participer des enfants sur cette dictée, c'est aussi sensibiliser les enfants à cette maladie. Comment ça se passe, les échanges, les enfants qui
pose des questions au sujet de la maladie. Est-ce que, pour ceux qui ne sont pas touchés, comment ils intègrent les camarades qui le sont? Comment se passe l'échange généralement? Alors, c'est des échanges qui sont très riches, en fait, parce qu'ils ne se posent pas de questions. Et ils vont directement à l'envie de savoir ce qui se passe pour ces enfants dans leur quotidien. Et ils sont très... moi, je suis toujours très surprise par leurs questions et ils ont des questions très intéressantes, en tout cas. Et donc, on leur répond, on leur dit ce qui se passe réellement, hein, parce que ça sert à rien de cacher. Puis, on est là pour ça, hein, pour expliquer, bien sûr, avec des mots qui conviennent hein, par rapport à l'âge des enfants que l'on a en face de nous. Mais voilà, c'est toujours très intéressant. Ils sont très curieux de savoir comment ça se passe pour un enfant qui est malade au quotidien. Est-ce qu'ils vont à l'école? Quels problèmes ils ont? Et c'est très riche. C'est des échanges qui sont très riches. On passe à la loupe d'Agathe. Agathe, aujourd'hui c'est une histoire qui donne de l'espoir que tu racontes, celle de la famille Ouj, originaire du nord de la France, qui après avoir perdu un fils a réussi à guérir le petit dernier grâce à un traitement. Exactement, tout commence avec une première IRM faite à Nathanaël, le deuxième enfant d'une fratrie de 3 garçons, alors gravement malade. Très vite, un diagnostic tombe. Nathanaël est porteur de la maladie et il est condamné à un stade trop tôt dans la maladie. Il succombe quelques temps après. Très rapidement, les parents décident de faire tester les 2 autres garçons qui sont alors asymptomatiques. L'aîné n'est pas porteur, tandis qu'Augustin, lui, âgé de 11 mois, est malade. Et que se passe-t-il lorsque la famille et les médecins découvrent l'état de santé d'Augustin? Très rapidement, Augustin est accueilli à l'hôpital San Raffaele à Milan, en Italie. Il est reçu dans le service du docteur Francesca Fumagalli, dont la réputation est internationale. Depuis 25 ans, il y a une équipe de soignants pluridisciplinaires qui mènent des recherches extrêmement poussées. Dès son arrivée, Augustin va pouvoir bénéficier d'un traitement clinique innovant basé sur la thérapie génique, un traitement lourd qui durera 3 mois. Donc concrètement, la moelle est prélevée, elle est ensuite traitée en laboratoire, puis réinjectée en intraveineuse. Ce traitement par thérapie génique est efficace, plus diagnostic est posé tôt chez l'enfant. Je propose d'écouter le docteur Fumagalli. Sans le traitement, on n'aurait pas vu Augustin croire et rejoindre des étapes comme des enfants normaux. On l'a vu commencer à marcher, on l'a vu commencer à parler, on le voit aller à l'école, jouer avec son frère. On est vraiment content, on sait comme la maladie est terrible, qui va enlever toutes choses aux enfants. Et le voir sourire, le voir parler, jouer avec nous, c'est fantastique. C'est toujours fait pour nous, revoir les enfants qu'on a soignés. C'est très encourageant. Et comment avancent ces essais cliniques? Pour le docteur Fumagalli, il y a de quoi se réjouir pour ce qui se passe dans la recherche. Elle dit les essais cliniques de thérapie génique ont commencé en 2010. Une première vague d'une vingtaine de très jeunes enfants souffrant de MLD précoce et sans symptômes apparents de la maladie ont été soignés. Un deuxième protocole a été lancé en 2018 auprès de 9 autres patients, dont Augustin. Augustin, qui lui est un cas très encourageant puisqu'il a été détecté très tôt, donc il a été pris en charge très rapidement, il a un suivi particulièrement efficace et à raison, depuis 6 ans, il se rend chaque année 6 jours en Italie, dans cet hôpital à Milan, dans lequel il passe une batterie d'examens, il y fait un IRM qui lui permet de poser un bilan médical et pour le reste du temps, tous les 6 mois, il se rend à Paris pour un suivi complet. Et concrètement, aujourd'hui, quelles solutions peut-on apporter en France ? Pour l'équipe italienne, l'espoir est sans équivoque. Il faut absolument voir la commercialisation de ce médicament en France, même s'il est très cher. Il faut aussi qu'il soit considéré comme une thérapie standard pour l'offrir aux enfants malades. Et aussi, comme on disait tout à l'heure, il faut développer le dépistage néonatal pour donner cette thérapie aux enfants de moins de 7 ans. On revient sur le dispositif de la dictée d'où découle Mettez Basket. Oui. Donc elle marquait la dictée le lancement de la semaine organisée dans les établissements scolaires du 16 au 22 octobre. Voici un extrait de la dernière édition du 18 avril dernier avec les écoles élémentaires de Garches.
l'opération est là, ça consiste pour les enfants à mettre leur basket pour battre la maladie. Pour ça, ils vont chercher des parrains et les parrains vont s'engager à leur verser une somme par tour de 50 centimes, mais ça peut être jusqu'à plusieurs euros. Et les enfants, le jour de l'opération Mettez Basket, ils viennent sur le stade et ils courent le maximum de tours possible pour apporter un maximum d'argent. La recherche, c'est d'abord les fonds publics, mais malheureusement, ils ne suffisent pas et on sait que nos chercheurs ont besoin de toujours plus d'argent. C'est le citoyen qui doit s'engager et qui doit permettre la récolte de ces fonds nécessaires à la recherche. J'ai même mis des baskets pour être en résonance avec le slogan de cette opération. Je veux encourager les enfants qui ont la leucodystrophie. Depuis un mois, on s'entraîne avec mon école pendant 15 minutes, on court le mardi et jeudi. Ça m'a donné de l'énergie pour les aider dans leur maladie et aider à la vaincre. Donc pour pouvoir participer à Mettez Basket, il faut d'abord que l'établissement ait participé à la dictée, c'est une obligation? Non, c'est pas une obligation du tout. Après, c'est au bon vouloir du chef d'établissement ou des professeurs, évidemment. Donc c'est vrai que c'est une campagne qui se déroule en 3 parties. Donc la première partie, en principe, c'est la dictée, donc c'est le moment de la sensibilisation. Donc c'est quand même important de sensibiliser à la maladie les enfants avant de passer au moment de l'action. Donc c'est le deuxième temps fort avec Mettez Basket. Donc là, les enfants mettent leur basket et courent pour les enfants qui ne peuvent plus, donc en tout cas pour les enfants d'Ella. Et ça, c'est un moment aussi très fort. Donc c'est pas obligatoire, voilà, mais je pense que c'est mieux. Oui. Voilà, c'est évidemment c'est la suite logique de la dictée, et donc c'est important de le faire, quoi. Donc c'est une belle opération. Et comment elle se passe exactement, l'opération? Parce que vous collectez des dons aussi pendant cette. Alors oui, effectivement, les élèves ont des carnets de dons avec lesquels ils peuvent aller collecter des dons, et ça fait partie de l'opération Mettez Basket, parce que pour financer nos missions, donc l'accompagnement des familles, la recherche médicale, nous avons besoin d'argent, malheureusement, et donc tous ces élèves vont récolter des dons pour l'association Ella. Et donc grâce à l'opération, ils arrivent à sensibiliser leurs parents, leurs familles, des personnes de leur entourage. Et c'est toujours un moment important pour eux, je pense, de pouvoir apporter leur soutien à l'association, en tout cas. Et au terme de cette semaine, je crois qu'il y a le prix ambassadeur Ella qui est décerné. Oui. Quels sont les critères? Qui est-ce qui le reçoit? Alors, ce sont les élèves qui sont le plus engagés à la campagne Mettez Basket pendant l'organisation. Comment ça se quantifie? Il y a un élève de chaque établissement, en fait, qui est nommé ambassadeur, et donc qui représente l'ensemble de l'établissement ou l'ensemble de sa classe, etc. Et donc tous ces élèves sont, donc, dans chaque établissement, un ambassadeur est nommé. Tous ces élèves sont invités à la fin de l'année scolaire pour participer à une belle cérémonie qui est organisée par l'association Ella, et pour leur montrer le pourquoi du comment ils se sont engagés pour Ella. Donc il y a une famille qui est mise en avant, il y a des parrains qui sont présents parce que les parrains font partie de notre association, ils nous aident beaucoup à sensibiliser. Et justement, Zinedine Zidane est votre parent. Exactement. C'est un soutien de taille? Oui, parce qu'il est très impliqué. Il est très engagé depuis de nombreuses années, et forcément, ça nous donne une visibilité importante grâce à sa notoriété. Donc oui, c'est un parrain très engagé encore aujourd'hui, et il nous le montre à chaque campagne Mettez Basket. Ça fait combien de temps qu'il est parent? Depuis alors écoutez, j'ai un trou, je suis désolée, mais depuis de nombreuses années, en tout cas, il est parmi nous, et encore une fois, là, cette année, avec les Jeux Olympiques, il est de taille à gérer l'opération, enfin, à être entraîneur de nos équipes, de nos élèves qui feront partie des équipes là, quoi, voilà. Et pour Mettez Basket, vous avez même un compteur de pas. Oui. Pour cette édition, les élèves ont parcouru 682 millions de pas, je crois. Oui, tout à fait. C'est ça. Et justement, Zinedine Zidane s'était fixé l'objectif d'1 million d'élèves sur la ligne de départ, on le disait tout à l'heure, pour 1 milliard de pas. C'est tout de même satisfaisant, ou vous êtes déçu?
Non, je pense que chaque année, il y a toujours beaucoup plus de pas qui sont réalisés et nous espérons atteindre notre objectif cette année. Donc, l'engagement des établissements scolaires, des enseignants nous montre qu'ils ont vraiment envie d'augmenter cette capacité de mobilisation, en tout cas, et les élèves encore plus, hein, puisque c'est eux qui font un maximum de pas. Donc c'est important, c'est vraiment c'est important pour nous et d'ailleurs cette opération, si je peux me permettre, cette opération elle est organisée aussi depuis quelques années dans les entreprises, hein, parce que vous parliez de podomètre, donc voilà, c'est le but, c'est dans les entreprises, c'est que chaque collaborateur, c'est un podomètre, c'est même pas un podomètre, ça l'a été il y a quelques années, mais aujourd'hui nous avons fait notre propre application de compteur de pas. C'est l'application Mettez Basket. Donc, grâce à un smartphone, on peut compter les pas pour les là. Donc, les collaborateurs peuvent. Et c'est comme ça que vous avez peuvent faire un maximum de pas dans une journée. Et voilà. Donc, c'est toujours une belle réussite aussi pour eux. Et c'est très fédérateur également d'organiser cette journée dans une société, en fait, ça met en avant déjà la maladie et puis ils sont actifs dans l'opération, donc c'est très important. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour évoquer, pas de souci, la recherche. Agathe a évoqué donc dans sa chronique une belle avancée. Oui. En l'état, quels sont les traitements contre les leucodystrophies ? Alors aujourd'hui, nous avons 2 thérapies géniques qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Ce sont le Limeldi, qui est la thérapie qui concerne le petit Augustin. Ouais. Voilà. Et puis, donc ça concerne la leucodystrophie, la métachromatique. Et puis, il y a également le Skyzona qui concerne la leucodystrophie, adrénoleucodystrophie. Donc ça, c'est une belle victoire. Bon, l'accès à ces traitements reste encore difficile. Hein, donc, il faut continuer d'avancer. Mais en tout cas, c'est une belle avancée dans la recherche médicale depuis ces 30 ans de combat. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut vivre avec. On peut se projeter avec. Je veux dire, les traitements font que on peut supporter un quotidien et se projeter sur... tout à fait, puisque en fait, ce sont des traitements qui doivent être pris en charge très rapidement, donc avant que les symptômes se développent, comme vous pouviez le dire tout à l'heure. Et ça veut dire que les symptômes ne se développeront pas. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui est censé se retrouver en fauteuil, il aura la chance de marcher, il aura la chance de vivre, on va dire, comme un enfant qui a toute sa santé. Donc, c'est une avancée qui est prometteuse et nous espérons que ça va continuer et qu'on pourra trouver d'autres solutions pour toutes les autres formes de façon à éviter que tous ces enfants développent tous ces symptômes qui sont gravissimes, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Agathe Cottard, Christelle Cottard, pardon, d'être venue nous voir sur le plateau du MAG. Merci à vous, merci. Merci Agathe. Quant à moi, je vous dis à lundi pour une prochaine émission.